aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir Jacques Maire, qui est président de la Compagnie française des expositions, la COFREX, qui est commissaire général pour la France de l'exposition universelle Osaka 2025, qui va bientôt débuter au Japon. Chers collègues, donc à l'approche de cette exposition universelle d'Osaka qui va se tenir du 13 avril au 13 octobre, comme chaque exposition universelle, sur une durée de 6 mois, j'ai souhaité mettre à l'honneur le pavillon de la France qui sera construit et géré par la COFREX. Et je remercie donc Monsieur Jacques Maire de nous rendre visite aujourd'hui pour nous présenter ce projet. Après l'exposition universelle de Dubaï en 2021, dont le pavillon de la France avait coûté 37 millions d'euros, dont 29 millions de financement public, dans un contexte d'ailleurs qui était post-Covid, puisque c'était intervenu en 2021 au lieu de 2020. Vous allez nous présenter les évolutions qui ont été apportées, notamment à la gestion de ce projet spécifique au Japon, dont le thème, les attentes du public local et l'environnement de travail sont complètement différents. Vous allez nous en parler. Alors, monsieur le commissaire, certains médias ont alerté sur quelques difficultés de financement ou d'organisation du projet soulevées par des partenaires privés. Vous nous direz ce qu'il en est, compte tenu d'un coût de 58 millions d'euros. Le tour de table est-il bouclé aujourd'hui? Qu'en est-il de la répartition publique-privée? Je voudrais dire aussi et me réjouir de la présentation du pavillon France, qu'elle se soit déroulée tout récemment, mardi 4 février dernier, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine de Paris, en présence du Président de la République et de certains collègues sénateurs d'ailleurs. Ce pavillon doit et va contribuer au rayonnement de la France, au resserrement des liens avec le Japon. Près de 28 millions de visiteurs potentiels sont attendus, soit 25 000 par jour. De facto, ce pavillon va participer au développement de la stratégie d'influence qui est importante dans cette commission, de la communication stratégique que nous appelons de nos voeux dans nos recommandations, dans un rapport que nous avons fait suite à un déplacement au Japon en juin 2024, donc tout récemment. Donc je vous laisse la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes et je crois un petit film dès maintenant. Merci Madame la Présidente, chère Catherine, Mesdames et Messieurs les sénateurs et les sénatrices. Très heureux, très honoré d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter en quelques instants ce pavillon. On est en plein dans la diplomatie d'influence, comme vous le savez, avec des enjeux qui sont assez complexes, parce qu'il faut à la fois organiser une présence pour le grand public, une présence pour les entreprises et une présence pour la diplomatie française. Vous avez vu effectivement ce film qui montre que nous proposons une expérience qui est assez différente de ce qui se fait d'habitude, avec plutôt l'idée d'avoir des showrooms. Et cette expérience doit parler au cœur du plus grand nombre. Quand on regarde aujourd'hui où on en est, vous avez effectivement cette photo qui vous dit qu'il n'y avait rien du tout il y a 5 mois, au-dessus du niveau du sol, et nous devons, et c'est l'enjeu de COFREX, comme dans tous ces grands événements, de produire en l'espace de 10 mois un bâtiment de 4000 m², qui ne soit pas uniquement construit, mais qui soit complètement équipé avec des scénographies, avec des espaces, je dirais, d'exploitation, restauration et autres. C'est vraiment un challenge important qui nous met
je veux dire, sous tension, mais c'est une tension positive parce que j'imagine l'ordre du jour de vos travaux. Il est assez loin de l'ambiance de communion, de fête, d'humanisme qui est celui des expos. Et je trouve que du point de vue des Japonais, c'est extrêmement gonflé finalement aujourd'hui de se mettre en situation de vivre un moment, je dirais, de création collective, de célébration de ce qui nous fait vivre ensemble sur la même planète, après l'échec qu'ils ont connu au JO de Tokyo en 2020 du fait du Covid, et après effectivement l'actualité politique qui n'est facile ni dans l'Occident ni dans l'Extrême-Orient. Quelque chose qui est très important, c'est effectivement le cadeau qu'ils nous font, cette place. Vous voyez ce ring en bois qui est la plus grande construction en bois du monde en fait, et vous voyez l'entrée du métro qui est à droite, et quand vous sortez de ce métro, vous arrivez pile en face du pavillon France A2 et du pavillon américain A1. Le pavillon A3 était pavillon russe, mais ils n'ont pas été invités, malgré les efforts de quelques autorités. Aujourd'hui, donc, on a ce cadeau absolument extraordinaire qui fait qu'il y aura à peu près 25 000 personnes qui vont passer devant le pavillon chaque heure, et nous pourrons en accueillir 2500, ce qui est déjà pas mal. Nous aurons à peu près 30 000 visiteurs par jour. Je pense que l'objectif, il est assez clair. Au niveau économique, on a une ambition. Une ambition, c'est de remettre à niveau et de remonter la pente de nos relations franco-japonaises. Elles sont excellentes, elles sont totalement stabilisées du point de vue relationnel. Nous avons le même agenda multilatéral, nous avons la même éthique dans le monde des affaires, mais nous avons une situation dans laquelle les entreprises françaises qui sont présentes, si elles font de très grosses marges, elles sont très peu nombreuses. Et elles sont si peu nombreuses qu'en fait, elles ne se développent pas. Et c'est vrai aussi dans l'autre sens, dans le sens des investissements. Les investissements japonais ont été très importants dans les années 80. Il y a eu une vague, cette vague s'est épuisée. Et aujourd'hui, effectivement, alors que la France est la destination première pour les investissements étrangers en général en Europe, pour le Japon, on est le 4e ou le 5e suivant les critères. Donc, et nos entreprises qui font des marges qui sont à peu près doubles de ce qu'elles font en général en France et à l'étranger, globalement, voient leur position un peu menacée. On est donc dans une situation défensive et malgré effectivement nos points forts qui sont la cosmétique, les vins, le luxe, les biens de consommation, il faut remonter la pente. Et quel est le problème auquel on peut répondre en tout cas nous, c'est que l'amour de la France par les Japonais est un amour qui en fait ne s'est pas transmis aux jeunes générations. Les plus de 50 ans peuvent tous citer Depardon, Bourdieu pour la sociologie, Audiard ou quelques autres. Si on parle des moins de 30 ans, leurs références sont plutôt américaines, sont plutôt coréennes. Et donc, nous proposons un pavillon de conquête et de reconquête, en réalité, de l'esprit ou de l'espace mental des jeunes Japonais pour à nouveau compter un peu dans leur imaginaire. Conquête des cœurs. Alors, quelle stratégie on a mis en place pour cette conquête des cœurs? D'abord, une thématique qui plaît aux jeunes. Les jeunes Japonais sont comme beaucoup de jeunes. Ils ne pensent pas globalement que l'avenir soit très rose à cause de la crise environnementale, mais aussi à cause de la crise, je dirais, humaine et de la crise de l'inclusion. On a un pays qui est en pointe dans la digitalisation des rapports humains, y compris des rapports amoureux. Un tiers des femmes entre 15 et 55 ans ont un amour sous forme d'intelligence artificielle dans le cloud. Et donc, on est, nous, sur un message qui est un message de réengagement. En disant quelque chose de très simple, hein, la tradition des entreprises, des pavillons internationaux, c'est plutôt, et des expos internationales, c'est plutôt vive la tech, vive l'industrie, qui va nous permettre effectivement de développer un avenir meilleur. Là, on ne pense pas. Ce qu'on dit en gros, c'est qu'on ne pense pas que le robot qui apporte le café le matin rendra la vie meilleure. Donc, il faut recréer de l'engagement et de l'engagement humain, humaniste. Et ce thème de l'amour est très très fort en termes de communication, très exploitable. Et la technologie, elle a un rôle fondamental. Le pavillon est très technologique, mais cette technologie, elle est au service de l'inclusion, des rapports entre les hommes, du progrès de l'humanité et du progrès de l'environnement. Donner un sens à la technologie pour vraiment reconnecter avec ces jeunes. Ça, c'est le premier élément qui nous semble un petit peu important. Vous en voyez le symbole. Ce symbole, c'est ce fil rouge. Et ce fil rouge qui va être présent dans l'architecture, dans la scénographie et à tout moment. Et le deuxième élément, effectivement, qui est très important, c'est la scénographie.
Vous l'avez vu, la scénographie n'est plus un showroom, c'est vraiment une expérience immersive qui permet de jouer sur les fondamentaux esthétiques, culturels. Vous avez peut-être vu en passant, par exemple, le Mont-Saint-Michel avec le Grand Torii de Miyajima dans le film. Vous avez vu le château de Shuri qui a brûlé en 2019, comme Notre-Dame, qui a brûlé également, et qui sont reconstruites dans un esprit de collaboration. Vous avez peut-être vu aussi, vous avez peut-être reconnu une évocation des îles de Polynésie et des îles du Pacifique japonais, avec l'amour de la biodiversité. On veut parler à travers des rassemblements ou des convergences esthétiques et symboliques qui sont assez fortes. Le dernier élément qui est assez important, qui est effectivement l'architecture. Là, vous la voyez, vous l'avez vu tout à l'heure. Elle est sensible, elle est féminine, si je puis dire. Elle est plutôt discrète, même si c'est un pavillon qui est le plus grand en fait de l'entrée. Nous dépassons et de la tête et des épaules le pavillon américain, mais qui est un Times Square avec des écrans géants. Donc nous, on ne souhaite pas ça. On ne souhaite pas montrer tout au premier regard. On souhaite plutôt garder un peu ce chic à la française qui invite en réalité à aller à l'intérieur. Et vous voyez cette grande rampe en cuivre rosé qui est une espèce de balcon, une espèce de, d'allusion au théâtre, au spectacle vivant, au théâtre, un balcon sur lequel les gens pourront aller pour regarder effectivement, rentrer dans l'expo et regarder les autres. Quelques mots sur l'impact écologique du pavillon. C'est un pavillon éphémère. Les normes japonaises ne permettent pas, sur un terrain qui est fait de remblais, qui est en pleine mer, hein, on est au large du port, d'avoir quelque chose de très léger. On a quand même fait en sorte de pousser au maximum à la recyclabilité du pavillon avec une décision majeure. On a fait du constructeur le propriétaire du pavillon. Et quand quelqu'un est propriétaire du pavillon, quand il le construit, il faut qu'il fasse son argent dans la construction et dans la déconstruction et le recyclage. Et ça a fondamentalement changé son approche. Et on est pratiquement le premier pavillon à l'avoir fait suite à l'expérience qu'on a des pavillons précédents. Et là, vous voyez ce textile qui est une double peau également, qui permet dans un endroit extrêmement chaud l'été d'avoir une protection solaire sur la façade sud. Le toiture est végétalisée. On n'a pas un bâtiment bioclimatique, c'est trop ambitieux, mais on a un bâtiment qui limite un petit peu l'impact. Alors, que proposons-nous au grand public? D'abord, effectivement, cette exposition immersive. On la voit avec cette illustration. Là, vous voyez ce que je disais tout à l'heure sur Miyajima, le Grand Torii et le Mont-Saint-Michel, qui sont jumelés ensemble depuis 50 ans. Et pourquoi ce genre de choses est intéressante? Parce qu'en fait, vous pouvez vous rendre compte que les premiers visiteurs non asiatiques de Miyajima sont les Français et les premiers visiteurs non européens du Mont-Saint-Michel sont les Japonais. C'est-à-dire qu'en fait, on joue sur des espèces de sensibilité, on joue sur des espèces de reconnaissance. Et là, le message, il est simple. Hein. Le message, c'est la renaturation face aux espaces qui sont effectivement sous pression et des espaces qui sont mis en danger par la pression anthropique. Et vous aurez au-dessus, dans un nuage de LED qui est extrêmement figuré, un ensablement de cet espace et un désensablement ensuite grâce à la main de l'homme qui illustre ce combat pour la préservation des espaces naturels. Nous avons évidemment aussi des expositions temporaires. Là, on le voit, on en a 4. J'en signale 2 qui sont importantes du point de vue de l'intérêt général. Il y en a 2 de LVMH qui sont au début et à la fin, qui est notre grand partenaire, mais ce n'est pas le seul. La fondation Tara Océan et AXA, c'est en même temps que le sommet des Nations Unies à Nice en juin 2025, et on veut une réplique en termes de mobilisation de l'opinion publique, et puis une exposition d'un showroom technologique du CEA, qui est, comme vous le savez, le premier déposant de brevets en France. Vous avez ensuite la possibilité, effectivement, quand vous êtes partenaire, quand vous êtes visiteur, d'aller sur le bistrot, là vous le voyez, d'aller effectivement sur des espaces event. Et puis, on a un dernier élément qui est très important dans la proposition visiteur. Ça, c'est le lounge pour les partenaires. On espère vous y accueillir. Et puis, on a la visite virtuelle. Alors, la visite virtuelle, je le dis, ça aussi, c'est une innovation qui n'existait pas auparavant. Nous mettons 58 millions pour 3 millions de visiteurs physiques. Et nous produisons, sur le plan architectural et scénographique, quelque chose d'exceptionnel. Et nous pensons qu'il faut amortir ou faire effet de levier en direction de tous les publics. Chacun pourra visiter le pavillon tel qu'il a été construit, donc ce n'est pas des images de VR, c'est le vrai film du pavillon, mais en immersif dans le monde entier.
on va le diffuser, on va le proposer à la diffusion dans les instituts français, dans les alliances françaises, dans les microfolies, dans vos territoires. Et si vous-même, d'ailleurs, vous souhaitez, avec vos collectivités, faire en sorte de diffuser dans vos espaces, que ce soit, ça peut être scolaire, ça peut être espace, je dirais, public, ce pavillon, vous aurez un film immersif qui permettra d'avoir une visite médiatisée avec un guide de visite, qui permet, je dirais, de faire rayonner cette espèce de fierté française qu'on a eue pour les JO et qu'on aura au bout du monde. Vous pourrez le faire dans n'importe quel espace. On met à disposition, on se contenu gratuitement. Et si vous le souhaitez, Samuel Bard, à ma gauche, qui est effectivement le directeur de la communication et de la programmation, est à votre disposition pour alimenter votre réflexion. Ce que nous proposons aussi, c'est un espace lounge, qui est un espace événementiel. Voilà, qui permet à peu près à 120 personnes d'avoir tous les jours, on a à peu près 2 événements à 3 événements par jour dans cet espace, des pitchs d'entreprises, des événements pour des acteurs culturels ou scientifiques et autres. Et globalement, l'organisation de la programmation est faite sous forme de quinzaines thématiques. Là, vous les avez. Nous avons 12 quinzaines thématiques qui sont chacune liées à un secteur économique. Et c'est une dérivée en fait de l'amour. Quand on dit l'amour de soi, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'autonomie. Donc on tire toujours ce fil rouge de l'amour pour mettre en valeur nos secteurs économiques. Quand on parle de l'amour des autres, c'est par exemple l'art de vivre, donc le design, la culture, le sport, voilà, ça peut être aussi les questions de cosmétiques, de mode. Et quand on parle de l'amour de la planète, c'est effectivement l'écologie, l'énergie, la transition énergétique, l'économie circulaire et autres. Et donc on a cette espèce de programmation, 12 quinzaines, dont certaines sont prises en charge de façon majoritaire par des acteurs, et qui permettent, et notamment des acteurs territoriaux, pas uniquement des acteurs d'entreprise. Vous avez par exemple Dunkerque, du 16 au 31 mai, en tant que territoire. Vous avez par exemple Vitagora, qui est le pôle de compétitivité agroalimentaire national, mais plutôt, je dirais, dont la base est en Franche-Comté et en Bourgogne, voilà, qui sont quand même des acteurs qui montrent la biodiversité du partenariat. Et puis vous avez les journées spéciales, en quelques mots, qui sont également intéressantes parce qu'elles permettent de faire rayonner le pavillon au-delà de la France, au-delà du pavillon, mais sur l'ensemble des espaces de l'exposition. Vous avez aussi une activité protocolaire qui permet de faire en sorte de vous recevoir quand vous serez parmi nous et permet d'avoir aussi une activité diplomatique sur laquelle je reviendrai. Sur le budget, je voudrais dire quelques mots sur le budget. Vous avez ici l'état des chiffres. L'État est à 42 millions, les partenaires sont à 12 millions, les recettes d'exploitation sont à 1,7 million et les revenus de placement 593 000. Les dépenses sont à 37 millions en investissement. C'est la construction du bâtiment et c'est la scénographie et le fonctionnement qui est avant et après, c'est-à-dire pendant la période de conception, pendant la période de production et ensuite pendant la période d'exploitation. Un petit mot sur l'atterrissage. L'atterrissage sera quelque part entre moins 1 million à plus 0,5. On ne sait pas encore, ça dépend largement du taux de change. Nous, notre objectif, c'est évidemment d'être à zéro. Ceci étant, construire dans des conditions complexes sur une île avec un environnement peu éthique du point de vue de la concurrence et de l'esprit des affaires dans un moment qui constitue une énorme poche d'opportunités pour quelques trusts, c'est extrêmement compliqué. Construire en droit étranger, c'est compliqué. Il y a des pénuries de main-d'œuvre, il y a des pénuries de matériaux. Si on est à un écart qui est à peu près 2% du budget initial, je dirais en termes de déficit, ce sera pour nous quelque chose qui sera déjà une belle performance. Mais pour l'instant, on vise l'équilibre. Évidemment, un enjeu majeur du point de vue de la gestion financière du projet, c'est le taux de change. Vous avez vu, on a 37 millions d'euros en investissement, mais on a 38 à 39 millions d'euros en yens. C'est-à-dire que quand le yen se prend 1%, ça nous coûte 380 000 euros. Donc vous voyez un petit peu comment c'est compliqué aussi d'atterrir à plus ou moins 250 000 euros quand on a un yen qui fait 10% en plus et en moins pratiquement tous les jours. Quelques mots sur les partenaires. Ce qui est de notre point de vue assez important, c'est qu'on a un écosystème de partenaires qui est extrêmement diversifié.
On a 4 partenaires Gold qui sont eux-mêmes partie prenante de l'exposition permanente. Et à ce sujet, je voudrais dire un petit mot très simple pour dire que s'il y a eu quelques échos sur la difficulté qu'on peut avoir à ajuster les partenaires, c'est parce que justement, on ne propose pas un showroom. On a proposé aux partenaires quelque chose de très différent, qui est de partager une expérience immersive. Et donc, se mettre d'accord avec des grandes marques qui ont leur espace de communication et de branding extrêmement puissant, de dire non, on va être ensemble. Ça, on va être ensemble dans une aventure commune où chacun raconte une partie de l'histoire, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir effectivement des projections avec, je dirais, qui montre son produit, qui montre sa technologie. Juste pour vous dire sur les partenaires que vous voyez une énorme diversité là aussi des partenaires. Il y a beaucoup d'ETI. Il est plus facile de décider une ETI qui a réussi, qui est une ETI familiale, de mettre 200 000 ou 500 000 euros dans une entreprise, dans un projet comme celui-là, que pour un groupe multinational de mettre 1 million avec une gouvernance multi-étage et très très complexe. Donc, c'est pour ça que pour nous, on aime beaucoup les ETI, on aime beaucoup aussi les pôles de compétitivité, on aime beaucoup les territoires. Et on a, vous pouvez le voir notamment, alors pas sur ce slide, mais je peux vous les citer, on a beaucoup aussi d'entreprises du patrimoine vivant. Et notre pavillon est quasi intégralement décoré, aménagé, meublé, avec des entreprises qui nous amènent le mobilier à travers une ligne éditoriale qui est très très fine, avec un designer qui est directeur artistique, José Lévy. Nous avons Saint-James, Tectona, La Fuma, Duvivier, Décotec, Ligne Rosée et bien d'autres, qui sont des contributeurs. Et ça donne du pavillon un côté, je dirais, promotion de l'avant-garde de la création aujourd'hui à travers les EPV. Évidemment, il y a beaucoup de partenaires scientifiques, culturels. Je ne viendrai pas dessus. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Je voudrais, pour terminer, dire un mot sur Cofrex. Cofrex a été créé en 2018 sur une initiative qui était liée à l'expérience de ce qu'a été l'exposition universelle de Milan, de Shanghai et auparavant. Jusqu'en 2018, on réinventait le fil à couper le beurre tous les 4 ans. On prenait des créatifs, mais j'ai été moi-même administrateur du pavillon de Milan. 100% d'énergie, c'était ne pas faire de conneries. Attention, les marchés publics, les financements et autres. Pourquoi? Parce qu'il fallait recréer les process, recréer les conseils et autres. Quand on voit les coûts que ça représente, quand on voit le niveau de compétition aujourd'hui dans l'immersif, quand on voit le fait que les nouveaux venus sur cette scène d'affirmation de l'influence mettent beaucoup plus que nous avec une gestion de projet qui est totalement sous-traitée. Je pense par exemple aux Turcs, je pense aux Émiratis, je pense à l'Arabie Saoudite, je pense effectivement à la Corée. Il y avait vraiment un besoin de professionnaliser. Et là, l'énorme, je veux dire, avantage qu'on peut avoir avec une petite équipe, hein, c'est 7 à 8 personnes en phase de conception, c'est 25 expatriés en phase d'exploitation, qui gèrent à peu près une centaine de salariés sur le site en permanence. Ça permet d'accompagner complètement son système, ses process, ses financements, sa gestion, ses procédures de marché public. Ça permet de créer 2 ans auparavant une filiale en droit local qui peut permettre d'opérer, ce qu'on ne peut jamais faire quand on n'a pas le temps. Et ça a aussi comme avantage d'engager et d'embarquer tout son écosystème de partenaires qui, pour une bonne part, sont d'accord pour aller d'une expo à l'autre, et notamment chez certains grands groupes prestataires comme Veritas, comme Mazars ou comme Orange. Et donc, finalement, l'un dans l'autre, payer 8 personnes en phase de conception qui ont un peu de temps, mais qui ont surtout gardé l'infrastructure pour se projeter, ça a permis, en fait, ce type d'expérience et d'innovation qu'on a avec cette exposition immersive, qu'on a avec ce film 360. Et pour nous, le bilan coût-avantage, voilà. Après, ça peut s'appeler autrement que Cofrex, ça peut ne pas être une société anonyme, ça peut être un EPIC ou que sais-je, mais l'important, c'est d'avoir un opérateur dédié et spécialiste qui puisse permettre de servir la France au niveau et de mérite. Merci, Madame la Présidente.
Merci beaucoup. Merci en très peu de temps, hein, on est désolé, mais après, l'idée, c'est que chacun s'empare de ce sujet si ça l'intéresse, et notamment on puisse répercuter les informations sur son territoire. Et vous avez dit que vous pourriez éventuellement nous passer le film ou se tenir à la disposition de mes collègues sénateurs. Je pense que c'est très important, c'est un moment important pour la France. Tous les 5 ans, on a ce moment avec les expositions universelles, et c'est une façon aussi d'aller justement, c'est un bout de France très loin dans le monde, mais qui va durer 6 mois, et où on va montrer tout ce que la France sait faire et toutes les valeurs qu'elle souhaite véhiculer. Donc c'est important. J'ai un certain nombre de questions, mais on va les prendre groupées, et vous répondrez groupées compte tenu du manque de temps que nous avons. Donc tout d'abord, Philippe Folliot. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Jacques. Tout d'abord, merci de cette présentation qui est exhaustive et tout à fait importante et intéressante, parce que c'est vrai que les expositions universelles sont un outil important pour le rayonnement de notre pays, des savoir-faire de nos entreprises et des capacités qui peuvent être les nôtres en matière touristique. Un élément... Est-ce que dans les cadres de présentation, parce que chaque fois qu'on va à l'étranger, on constate qu'il y a eu un effet Jeux Olympiques tout à fait extraordinaire. Est-ce que, si vous me permettez l'expression, on va en profiter pour surfer sur la vague JO, parce que ces images des épreuves ont marqué, la cérémonie d'ouverture aussi, et donc est-ce qu'il y aura cette capacité donc à pouvoir mettre en avant cela, et au-delà de tout ce que vous avez mis et vous avez développé. Une remarque sur la francophonie. Je veux bien qu'on ait des partenaires gold et silver, mais si on avait des partenaires or et argent, ça serait peut-être tout aussi bien. Mais au-delà de cela, la France avait été, et c'est la question que je voulais vous poser, candidate, et notamment avec Jean-Christophe Fromentin qui avait porté donc un projet d'une candidature française. Et donc dans ce cadre-là, est-ce que finalement, au travers de ce que vous faites, il y a des éléments de retour d'expérience qui nous permettront, selon vous, de pouvoir un jour à nouveau déposer une candidature française pour une expo universelle? Merci. On prend 2 autres questions courtes. Michel Gréaume. Bah écoutez, déjà la question c'était principalement ça, hein. J'ai vu le succès et la ferveur des Jeux Olympiques, c'était pour savoir comment on pouvait justement accueillir prochainement, du moins mettre Paris sur la liste qui pourrait accueillir une prochaine exposition universelle, qui serait le bonheur pour l'ensemble de la population française. Et aussi, tout à l'heure on en a parlé de la vidéo, savoir vers qui on se retourne pour obtenir justement ces informations, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de collectivités, si ce n'est le groupe d'amitié du Sénat, mais aussi les collectivités qui sont associées à des communes jumelées au Japon. Je pense que ça pourrait nous aider. Merci. Et Roger Carucci. Je serai très bref puisque Philippe Folliot a posé la question. Effectivement, Jean-Christophe Fromentin, une douzaine d'années, militait pour que l'Expo universelle soit à Paris. Raté parce qu'en réalité, nous étions en même temps candidats au JO et finalement, les pouvoirs publics ont préféré soutenir la candidature de Paris au JO. Je suis ravi d'ailleurs que ce soit quand même encore un ancien élu des Hauts-de-Seine qui gère le pavillon français à Osaka. C'est parfait, tout va bien, les Hauts-de-Seine sont au centre du monde. Mais au-delà de ça, le débat à l'époque se posait sur le thème de savoir, et c'est pour ça qu'il y avait le choix entre les JO et l'Expo, quel est l'avenir des expositions universelles. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un système qui, encore aujourd'hui, draine réellement l'intérêt public et ça a toujours un intérêt pour les États qui y participent? Je laisse répondre rapidement à ces 2 questions. 3 questions. Questions auxquelles, évidemment, on a attaché beaucoup d'importance dans notre réflexion. D'abord sur la question de Philippe Folliot, qui a été effectivement aussi reprise par Madame Gréaume. Je dirais que le FSJO a très très bien marché au Japon, avec
une forme de regret, c'est-à-dire que les Japonais avaient mis des moyens très importants, mais n'ont pas eu de spectateurs en 2000, puis 2001, puisque ça a été un petit peu reporté. Et c'est vrai que pour eux, c'est quelque chose d'assez dramatique. C'est-à-dire qu'on met l'argent, on met tout, et on n'a pas le résultat. Alors, comment est-ce qu'on a fait? D'abord, on a voulu tirer ce fil rouge de l'amour, est assez proche, en fait, je dirais, de la thématique de communication des JO, qui était je dirais, très émotionnelle, très affective, où la performance était là, mais le lien humain était aussi très présent. Deuxièmement, concernant l'incarnation, nous avons comme parrain Teddy Riner. Et vous imaginez bien quelle est l'image de Teddy Riner au Japon. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Pas dans un sens agressif, du style c'est moi qui mets à tous les Japonais, mais dans un sens, nous avons, nous, Français, une approche du judo qui est beaucoup plus ludique et beaucoup plus probablement adaptée aux attentes de la jeunesse aujourd'hui que ce qu'est la tradition japonaise concernant le judo, qui est assez, comment dire, autoritaire, hiérarchique, et finalement moins performante pour engager les jeunes. Donc on va vendre un petit peu avec Teddy cette espèce d'idée de on partage des choses, c'est vous les créateurs, vous en êtes un petit peu les tenants du Graal, et nous allons essayer effectivement de participer de cette animation autour du judo. Nous avons aussi Antoine Dupont, qui est le deuxième parrain, et qui va porter aussi ce message, notamment à l'occasion du 14 juillet, et j'espère bien que nos amis du Sud-Ouest, Philippe, pourront accompagner cette opération. Je pense aussi que au-delà, nous avons travaillé sur 2 couples, en fait, avec ce fil rouge. Donc Antoine Dupont d'un côté, et puis Léa Seydoux. Et de l'autre côté, c'est Teddy Riner et Sophie Marceau. Voilà. Et c'est eux qui, par couple, vont, à certains moments clés, alimenter un peu notre image. Et ce sont des relais de communication qui sont extrêmement importants au Japon. Et on a quelque chose, alors comme évidemment notre réunion est totalement confidentielle et qu'elle n'est pas retransmise, on travaille sur un projet, non, je sais très bien qu'elle est retransmise, et on travaille sur un projet qui est totalement secret, et j'espère que les sponsors qui écoutent, ça va les mobiliser. Nous travaillons sur une hypothèse de faire venir Zeus au Japon, qui est ce cheval d'argent magnifique, pour en faire cadeau temporairement aux personnes. Et quand vous voyez où est placé le pavillon France, juste à l'entrée, avoir Zeus qui s'anime, effectivement, serait un message de continuité et d'engagement absolument magnifique. Et je pense qu'à travers ces éléments-là, il y a vraiment matière à exploiter cette continuité. Sur la francophonie, j'ai bien noté pour Gold et Silver, il y aura une journée de la francophonie. Et nous avons plusieurs dizaines de pavillons francophones, et nous allons créer probablement en lien avec eux, ça reste à faire puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup de capacité d'anticipation pour certains nombres de pavillons francophones, mais nous allons probablement créer un parcours francophone pour cette journée de la francophonie qui permettra de relier les différents pavillons francophones les uns par rapport aux autres et faire en sorte que cette fête soit une fête effectivement qui fasse briller tout le monde. Sur la candidature 2025, en fait, nous avons retiré notre candidature. C'était Jean Castex qui l'avait décidé. Non, c'était, pardon, Édouard Philippe qui l'avait décidé à l'époque, à mon grand regret, puisque moi j'étais dans une circonscription qui était voisine justement de Saclay, et c'est une exposition qui avait comme vocation d'être totalement autofinancée par le privé, et qui se situait dans un espace qui était vraiment totalement projeté sur le futur. Donc ce n'était pas du tout l'esprit des JO. Alors en 2 mots, nous pensons que s'il fallait aujourd'hui créer un événement physique du type exposition universelle, ce serait impossible, vu ce qu'est le contexte, et que donc ces moments positifs, très positifs, et d'émulation, qui sont plutôt des concours de beauté que des compétitions féroces, hein, sont quand même des éléments à préserver, que certainement il faut en revoir la lecture, c'est pour ça qu'on fait ce pavillon virtuel, c'est pour ça qu'on veut effectivement le faire rayonner, mais il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que nous pensons, nous, que c'est un élément du passé, nous voyons que pour beaucoup de pays, c'est un élément du futur. Quand on regarde quels sont ceux qui aujourd'hui s'organisent, Dubaï la dernière fois, 2027, une petite exposition universelle, c'est Belgrade, et 2030, une énorme exposition universelle qui fera 3 fois la taille de Osaka, c'est Riyad.
Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un terrain qu'on abandonne en considérant qu'on a passé le relais et que finalement, on a nos acquis, ou est-ce qu'on considère que le rayonnement de la France est un acquis suffisamment solide pour ne pas avoir à l'entretenir? Je pense que chacun ici, dans cette commission, a les éléments pour répondre. Merci. Voilà. Merci, Alors, on monsieur. passe à quatre autres questions. Donc, d'abord, Jean-Luc Ruel, court. Merci. Merci, hein, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, à titre personnel, je suis allé à Shanghai et à Milan et j'ai vraiment apprécié. Mais bon, j'ai un peu le sentiment que ça relève peut-être du passé, mais ça, c'est des appréciations personnelles. Comment est-ce qu'on mesure la performance de ce type de manifestation, à la fois de façon historique par rapport aux précédentes expos et à la fois par rapport aux autres nations dans la même expo, hein. Et puis peut-être, ça c'est ma déformation professionnelle, c'est les résultats, les équilibres de budget, etc. En général, ça se passe comment? Est-ce qu'on arrive à étaler ou est-ce que c'est toujours un peu problématique à la fin? Voilà. Merci. François Bonneau. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, c'est l'élu d'Angoulême qui veut vous parler. Vous avez évoqué le fait que les moins de 30 ans chez les Japonais connaissent mal la France, n'ont pas le même attachement. Il n'en reste pas moins qu'il y a un point qui est une vraie accroche entre la France et le Japon, c'est la bande dessinée et le manga, parce que la France et la Belgique sont quand même les deux pays de référence et qui sont extrêmement connus de ces populations japonaises, très grands consommateurs. Donc je ne sais pas, est-ce que vous avez prévu de faire des liens entre ces deux univers, parce que je crois que là, il y a une vraie accroche. Valérie Boyer. Merci Madame la Présidente. Très rapidement, sur un plan pratique, on a un réseau en France de consuls. Moi, j'ai fait connaissance du nouveau consul du Japon qui se trouve à Marseille. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait intéressant d'essayer de les activer pour faire la promotion de cette exposition universelle? Et est-ce que vous avez prévu de le faire avec les pays partenaires francophones ou les autres? Et comment ça se passe aussi au Japon pour l'accueil de l'exposition universelle avec notre réseau diplomatique? Ludovic Hay. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, mes chers collègues, merci pour votre présentation tout à fait exhaustive et tout à fait intéressante. Ma question sera relativement courte. Si le pavillon est appelé à disparaître, comme vous l'avez très justement indiqué, qu'est-ce qu'il restera? Comment pouvons-nous travailler derrière à pérenniser un certain nombre de relations fortes entre le Japon et la France? Il ne vous a pas échappé que dans les partenaires Gold, il y a effectivement des piliers du luxe comme LVMH, mais il y a aussi les vins d'Alsace. J'ai l'honneur de représenter le département du Haut-Rhin. On en est très très fiers, mais c'est aussi un investissement très fort, évidemment, pour nous. Tout le monde connaît la difficulté que peuvent connaître certains viticulteurs qui sont totalement soumis aux aléas climatiques. Mais pour autant, c'est aussi une façon pour nous de montrer l'image de notre savoir-faire. Alors, le but n'est pas de signer des contrats, même si derrière, c'est un petit peu ce qu'on espère, mais comment espérez-vous au-delà dans le giron de l'exposition universelle, engager un certain nombre de conventions, de signatures, de partenariats efficaces et pérennes? Merci à vous. Enfin, pour finir, Evelyne Perrault. Oui, merci Présidente. Vous avez parlé, monsieur, de Sophie Marceau. Vous n'avez pas pensé à Audrey Tautou, parce que le fabuleux destin d'Amélie Poulain, ça a été véhiculé dans le monde entier, et entre autres au Japon, où les Japonais sont complètement fans de ce film. Merci Madame la Présidente. Première question concernant la performance, en fait. La performance, elle se mesure d'abord au nombre de visiteurs du pavillon. Et là, il y a un arbitrage. Est-ce que je fais un hall de gare où on passe en 30 secondes mais où on n'a aucun souvenir? Ou est-ce que je fais quelque chose d'hyper avec grosse médiation et qui ralentit considérablement le flow? Ou est-ce que je fais un équilibre? Là, ce qu'on a décidé, d'abord, on est juste devant. Donc on est sûr d'être plein tout le temps, puisqu'on est un des premiers pavillons et probablement assez attractif. On a une campagne d'affichage avec Jean-Claude Decaux sur tout le pays,
avec 3 campagnes d'affichage pour justement aller chercher les Japonais qui ne viendront pas à l'expo, et y compris leur proposer cette visite à distance avec le film 360, qui sera un film très qualitatif. Là, vous avez vu un film de réalité virtuelle, ce sera le vrai film du vrai pavillon tel que fait. Donc, les critères de succès, c'est 1, la fréquentation dans une expérience qui dure une demi-heure. Donc, c'est quand même une vraie expérience, une demi-heure. Voilà. Après 3/4 d'heure de file d'attente devant le pavillon, après 1 heure de file d'attente à l'entrée de l'exposition, que vous ne ferez pas, je vous rassure, si jamais vous prenez contact avec nous, on s'arrangera. Ils auront quelques expériences comme celle-là, mais pas nombreuses. Nous pensons pouvoir atteindre 3 millions de visiteurs, et du point de vue du retour qualitatif, il y a en gros 2 concours de beauté, un concours de beauté architecture, c'est Thomas Coldefi qui était notre architecte, et un concours de beauté scénographie. On vise le top 3, on n'y a pas été depuis très longtemps, à cause justement de cette question de montée en capacité de la part des autres acteurs. Concernant les entreprises, quantitativement, c'est très différent de Dubaï. Dubaï, il y avait eu 15 000 entreprises, représentants d'entreprises présents dans le pavillon. Dubaï, c'est un lieu, en fait, c'est une marketplace, pardon Philippe, c'est un espace, voilà, c'est un espace d'échange, voilà, qui, de notre point de vue, c'est un lieu pour les VRP, ce qui n'est pas du tout le cas d'Osaka. Osaka, c'est 3 fois plus cher, c'est 4 fois plus de temps, et donc on sera beaucoup plus sur du sur-mesure, avec un nombre d'entreprises moins important en termes quanti, mais avec une stratégie de leur part qui est plus élaborée que simplement aller faire un petit tour et montrer un peu ce qu'on a avant. Nous ne créons pas la stratégie d'entreprise. Donc ce que nous proposons, c'est un espace que les entreprises peuvent utiliser et qui est un espace qui sera hyper valorisant, auquel les Japonais classiques ne pourront pas aller, puisque 90% des Japonais ne peuvent pas rentrer dans le pavillon France quand ils sont à l'expo. Et donc cette proposition de valeur, elle est très importante, et c'est pour ça que des gens sont prêts à mettre beaucoup d'argent, même si de notre point de vue c'est encore insuffisant, mais beaucoup d'argent pour faire effet de levier de cet espace-là. Donc on s'attend à quelques milliers de points de contact. De notre point de vue, si je reprends effectivement le sujet d'Alsace, ils ont été très très loin dans la volonté d'activer en fait cette présence. Il y a naturellement le fait d'avoir un moment dédié au vin d'Alsace dans l'exposition permanente, très scénographié, cette espèce de puits de lumière que vous avez vu, et où effectivement on voit qu'il y a une communication subliminale sur le vin d'Alsace, le terroir et autres, mais le bistrot sera consacré de fait de façon majoritaire au vin d'Alsace, pour la partie vin bien sûr, et il y aura un grand nombre d'activations tout au long des 6 mois. Et l'idée c'est de se dire, on ne part pas de rien, on a une bonne part de marché chez les vins d'Alsace, on veut encore la renforcer, et il va y avoir effectivement un grand nombre de séquences de mise en contact à travers des distributeurs et des professionnels sur l'ensemble du territoire. Mais nous n'avons pas de stratégie business. Nous portons la stratégie business de nos acteurs, de nos partenaires. C'est vraiment ça. Et pour les gens qui veulent simplement être beaucoup plus opportunistes et de se dire « j'ai envie d'avoir un événement », nous louons l'événement à des tarifs qui sont des tarifs plus élevés naturellement que les partenaires. Il y a d'autres facteurs de performance. Par exemple, sur l'aspect diplomatique, on s'attend à peu près à 500 délégations de haut niveau diplomatique international sur le pavillon, c'est-à-dire en moyenne 3 par jour. C'est ce que nous donnent à peu près les sondages que l'on fait. Et ça veut dire que nos salons protocolaires vont être utilisés non-stop, sauf peut-être dans quelques éléments faibles. Sur les consuls étrangers en France, je pense que, merci Madame Boyer pour la question, je ne pense pas en fait que les consuls, à part les consuls japonais, Paris, Alsace, Marseille, voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres, en tout cas ces 2-là on les a bien identifiés. Eux sont là pour vendre effectivement l'expo, et le pavillon France est un élément de vente de l'expo. Chacun en fait essaye de vendre son propre produit, et si j'étais moi institut culturel coréen ou chinois, je vendrais le pavillon russe, chinois ou coréen dans mes espaces. En revanche, ce qu'on peut faire et ce qu'on a fait, c'est effectivement de faire un événement pour l'ensemble de la presse internationale présente à Paris,
pour faire rayonner ce pavillon, je dirais, dans ces relais. Effectivement, probablement certains d'entre vous sont assez, je dirais, affinés avec la question du réseau culturel français au Japon, qui vit cette crise, en fait, qui est une crise de la francophonie au Japon, hein, qui est en difficulté. Nous sommes très articulés avec et les alliances et les instituts français au Japon pour faire en sorte que ce soit un espèce de produit d'appel dont la programmation puisse bénéficier aussi aux instituts, parce que globalement, c'est l'équipe France. Voilà, que restera-t-il du pavillon? Je pense que j'en ai parlé. Dernier point, Audrey Tautou. Vous avez raison, mais il y a un piège. Il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome Amélie Poulain au Japon, qui est assez violent et qui nous a créé pas mal de difficultés, qui fait que certains nombres importants de jeunes japonaises sont partis, je dirais, par charter entier, vivre l'expérience d'Amélie Poulain et ont vécu la saleté des rues parisiennes, l'agressivité de la gare du Nord. Voilà. Et donc, on n'a pas voulu prêter à controverse de ce point de vue-là. Et on a fait un autre choix. Il se trouve que Léa Seydoux, elle est connue non pas à cause de Paris, mais parce que c'est une James Bond girl. Désolé pour Philippe, encore une fois. C'est une James Bond girl qui, effectivement, est connue plutôt par son rôle international que son rôle français. Mais quand on s'est dit, parce que Audrey Tautou, elle a quand même, je dirais, elle est plus près voilà, c'est ce que je veux dire. Et donc, quand on dit actrice de moins de 35 ans connue par les Français, eh ben, c'est très difficile. Merci. Merci. La BD. Juste deux points. Quand vous entrez, vous avez une tapisserie d'Aubusson qui représente un écran du film de Miyazaki, La princesse Mononoke. Et vous avez donc un savoir-faire français traditionnel qui est allié à une esthétique de BD japonaise et qui est très impactante. Et donc, on aura de la programmation avec la BD française et japonaise, et on espère aussi, là je me retourne vers l'Alsace à nouveau, on a un projet qu'on aimerait bien que le Conseil régional puisse valider, on est en attente, d'avoir, lors de la Journée de la France, une grande bataille de manga, dont la fresque a vocation à rejoindre le futur musée des mangas de Colmar. C'est une très très belle idée, ça permettrait d'avoir une superbe animation autour du manga. Et évidemment, si Angoulême souhaite être partenaire de quelque chose à travers un élément de programmation, on est complètement ouvert. Merci beaucoup. Je pense que vous pouvez tous vous rapprocher après de l'équipe de la COFREX si vous avez besoin d'autres informations. Moi, je voudrais juste d'abord ressouligner l'expérience qui est la vôtre, puisque vous avez eu aussi vous occuper de l'exposition de Milan. L'évolution de la gouvernance aussi, nous sommes des sénateurs ici, et c'est important de voir comment, en effet, l'État a pu faire évoluer cette gouvernance d'une façon plus satisfaisante, vous l'avez dit, et plus pérenne. Et puis aussi resensibiliser sur le fait que le pavillon restera donc propriété de celui qui l'a construit. C'était toujours un grand souci à chaque fois. À Shanghai, on a eu le problème, à Milan, on a eu le problème de savoir ce qu'allaient devenir nos pavillons. Parfois, ça nous coûtait même très cher de savoir ce qu'on allait pouvoir en faire, comment on allait les démolir. Donc là, vous avez déjà la solution, donc c'est très bien. En tout cas, merci. Je pense que c'était passionnant pour tout le monde de connaître ce moment. Je rappelle que la Journée de la France sera le 13 septembre et que ça dure 6 mois. Merci beaucoup. Et nous allons continuer avec le rapport sur les GIP.